Moi, je suis née avec cette idée dans ma tête que j'avais pas le droit à l'erreur, qu'il fallait que je réussisse. C'est bien de douter. C'est le doute qui nous fait avancer. Quand on doute, c'est parce qu'on cherche la perfection, c'est parce qu'on cherche la réussite, c'est parce qu'on cherche à faire bien les choses. Les compétences qu'on doit avoir, c'est accepter de faire grandir des gens pour qu'ils aillent faire leur chemin ailleurs. Donc il faut oser, qui ne tente rien n'a rien. Dans un milieu où les femmes sont encore minoritaires, elle impose sa vision par la compétence et l'audace, elle innove, elle crée, elle transforme. Elle s'appelle Zina Imegaline et elle est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Inspirel. À 18 ans, déjà tu disais je veux être au cœur des opérations aéroportuaires. Je pense que c'est pas tout le monde qui a ce rêve-là. Enfin, moi, à 18 ans, je me disais pas, ouais, je vais être au cœur des opérations aéroportuaires. C'était quoi? Qu'est-ce que tu t'imaginais quand tu t'imaginais ça à 18 ans? En fait, ça vient d'un rêve encore un peu plus sous-jacent qui est je voulais devenir pilote. Je suis passionnée par les avions, je trouvais ça formidable d'avoir cet engin qui vole dans le ciel avec toutes les interactions autour. Malheureusement, j'ai pas pu être pilote pour plusieurs raisons, dont des raisons de vue. Je porte pas des lunettes là, mais je porte des lunettes au quotidien. Et cette envie quand même de rester dans l'aéroport et de travailler dans des opérations aéroportuaires était pour moi une façon de réaliser ce rêve. Donc, pour arriver à ce métier-là, tu fais quoi comme études concrètement? Alors, je suis allée faire une école d'ingénieur parce que j'ai un background de mathématiques, j'aime bien les chiffres. Donc, je suis allée faire une école d'ingénieur pour avoir ces bases et pour justement avoir un pied dans la technique et dans l'industrie. Parce que c'était pour moi la voie la plus, on va dire, la plus cohérente. Suite à cela, je me suis orientée un peu plus dans ce qu'on appelle les chiffres pour l'entreprise, donc la gestion des entreprises. Et j'ai fait un master à l'Université Paris-Dauphine pour justement travailler autour de la donnée. Et j'ai eu cette chance d'arriver au sein du groupe ADP justement pour travailler sur la gestion de la donnée. Pourquoi avoir fait toutes ces études dans un premier temps? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce domaine-là? Alors, ça va être ma petite séquence anecdote personnelle. Je suis issue d'une famille, on est 5 enfants. On a tous fait de grandes études. J'ai des sœurs biologistes, un frère gestionnaire de paie avec un diplôme d'agronomie aussi, une sœur médecin, etc. Mais en fait, parce qu'on est né dans une famille assez modeste où mes parents avaient dû arrêter les études pour pouvoir prendre soin de leur famille. Et ils nous ont toujours dit que les études étaient une des voies de réussite dans le contexte dans lequel on vivait. Donc ça a toujours été une sorte de... On voulait faire vivre à nos parents leurs rêves via notre parcours. On a eu un peu aussi de chance, j'ai envie de dire, dans le principe où on avait cette appétence, cette envie d'apprendre. Donc j'ai toujours été inspirée par... je vais réussir, je vais rendre mes parents fiers, je vais essayer de réaliser ce rêve auquel mes parents n'ont pas pu accéder. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as réussi? J'espère bien. Ils sont fiers de toi aujourd'hui, tes parents? Oui, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai été promue au sein du groupe ADP sur mon poste actuel et que j'ai appelé mon papa, il s'est passé une dizaine de secondes où je ne l'entendais plus. Mais en fait, il cherchait un petit mouchoir parce qu'il avait une larmichette. Et c'était pour moi très valorisant. Je pense que j'avais atteint là où il voulait que je sois. Et donc tu rentres au sein du groupe ADP, tu n'arrives pas directement responsable, j'imagine? Ah non, pas du tout. Donc je suis arrivée en tant que data analyst au sein de la direction des ressources humaines. Et donc tu étais data analyst, donc c'était déjà un premier poste en CDI directement? Ou tu as commencé d'abord en apprenti? Alors j'ai commencé encore un petit peu plus en tant qu'apprenti. Donc je suis arrivée en tant qu'apprenti, j'ai fait un contrat de 2 ans d'apprentissage sur une mission autour de la donnée. Et après, au fur et à mesure, tu as évolué jusqu'à arriver au poste où tu es actuellement. Tout à fait. Donc j'ai eu cette chance de travailler à peu près 3 ans au sein de la direction des ressources humaines. J'ai ensuite pris des postes à responsabilité à la DSI, donc la direction des systèmes d'information, qui édite aujourd'hui la direction du numérique et de la transformation. Et depuis le 1er janvier, je suis devenue responsable de programme transformation. Félicitations, incroyable. On a tendance à penser dans l'aviation que... Enfin, c'est un peu le mythe qu'on a, où par exemple dans un avion, les hommes vont être aux commandes et vont piloter, et les femmes vont être hôtesses de l'air. Il y a vraiment cette genre de séparation qu'on essaie justement de faire changer à travers cette émission. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est encore le cas dans un aéroport? Est-ce qu'il y a des postes qui sont encore majoritairement masculins et d'autres postes au sein de l'aéroport qui sont majoritairement féminins?
Te dire le contraire, c'est te mentir. Par contre, je vois une nette amélioration. On s'approche des 50%. On n'y est pas encore, mais on s'approche des 50%. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de changements dans la façon dont les métiers sont faits aujourd'hui, ce qui permet justement j'ai envie de dire, à une femme ou un homme de choisir le métier sans se dire il faut que j'ai toutes les compétences pour pouvoir y arriver. On a dépassé ça aujourd'hui. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Okay. Il ressemble à quoi l'aéroport du futur? Est-ce qu'il est avec plein d'IA, plein de trucs comme ça? Ça ressemble à quoi? Alors oui, on est dans une ère digitale, donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas plus de technologie demain, mais je pense que ce sera une technologie utile. Par contre, c'est un aéroport qui va être responsable, qui va être durable, qui va respecter les collectivités territoriales. Ça reste quand même les avions restent quand même un moyen de transport important aujourd'hui et rapide, mais c'est un aéroport qui prendra en fait en compte les dimensions humaines, environnementales et sociétales. Et est-ce qu'on arrivera à aller à l'aéroport sans attendre dans la queue pour la sécurité pendant 20 minutes, 30 minutes? Alors, on peut réduire les temps d'attente. Déjà, ça s'est Certes. bien amélioré, je trouve. Exactement. Je pense qu'avec la technologie, avec une conduite du changement, du process, ça s'améliore. Néanmoins, la sécurité est importante. Donc, pour être honnête, moi, en tant que passagère, je préfère passer un peu plus de temps à la sûreté-sécurité, mais prendre mon vol de façon sereine. Est-ce que tu vas être remplacé par une IA un jour? Oh là là, mais non. Pourquoi? Non, parce que les IA, elles savent tout faire, elles sont parmi nous. Oui, c'est un petit peu le phénomène actuel, mais en fait, il faut aller un petit peu regarder l'IA. Alors, j'en ai fait un petit sujet de recherche quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études à l'INSEAD, où j'ai vraiment fait un focus sur le sujet de l'IA. Pour moi, en fait, l'IA, c'est une aide. Il faut savoir l'utiliser. Il y a ce qu'on appelle le biais cognitif. En fait, une IA ne peut pas prendre la même décision qu'un humain. Déjà, donc, il faut avoir une séparation entre le jugement humain et ce que va proposer l'IA, parce que l'IA, en fait, tout simplement, elle apprend sur des choses. Mais ce qui est important dans la vie, c'est qu'il faut utiliser l'IA pour déplacer dans la chaîne de valeur les gens et pas pour les supprimer. L'IA peut nous aider à donner du sens à l'activité de certaines personnes, de certains profils, de certains métiers, et les déplacer dans la chaîne de valeur pour qu'ils soient beaucoup plus valorisés et beaucoup plus productifs et qu'ils aient beaucoup plus de sens, et pas pour les remplacer. Car moi, j'y crois pas trop. D'accord, parce qu'il y a encore trop de choses que l'IA ne sait pas faire et où les humains sont indispensables. Je pense que les humains sont indispensables partout et qu'il faut utiliser l'IA comme un levier. Tu m'as dit que tu aimais les chiffres. À quel moment est-ce que tu t'es dit que justement ces chiffres-là pouvaient être un outil et permettre un pouvoir décisionnel? Alors depuis toute petite, parce que moi j'ai toujours utilisé les chiffres pour diviser les bonbons que mes parents me donnaient avec mes frères et sœurs. Okay. Et j'ai compris qu'en sachant compter, j'allais pas me faire avoir par mes grands frères et sœurs. Okay. Parce qu'à la base, ils te prenaient plus de bonbons que tout ce à qu'ils fait. devraient. Donc j'avais tout de suite compris que les quantités, ça se comptait. Et j'avais un pouvoir de décision parce que je savais très bien dire le nombre nécessaire. Tu me disais que tu te sentais comme un peu entrepreneur au sein de l'entreprise, ce qu'on qualifie d'intrapreneur même. Ça correspond à quoi ça veut dire que tu fais un peu ce que tu veux au sein de ton poste? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en effet, j'ai eu cette chance, en fait, cette opportunité d'arriver sur des postes à construire. Et c'est ce qui m'a donné un petit peu cette liberté d'amener ma touche personnelle, des méthodologies que j'ai apprises soit à l'école, soit... Un poste à construire, donc c'est un poste qui vient d'être ouvert, c'est tout nouveau, c'est ça? Tout à fait, c'est un poste qui n'était pas occupé par quelqu'un avant. Et ça nous permet, en fait, il y a cette légère liberté de l'orienter un petit peu selon ce qu'on a envie d'amener, l'ambition aussi qu'on se donne sur ce type de poste. Tu as construit une filière data avec une équipe de 20 personnes, quelque chose comme ça. Est-ce que déjà tu peux nous dire c'est quoi cette construction? Parce que là, pour le coup, c'est presque vraiment de l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise, parce que tu construis un projet qui n'existe pas auparavant. Ça correspond à quoi? Alors tout à fait, on a construit, j'aime bien dire on, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir les idées, mais c'est bien aussi d'avoir les ressources autour pour pouvoir le faire, et l'entreprise m'avait donné cette opportunité-là. Donc on a construit en effet une filière data avec une équipe mixée entre internes et externes. Donc on avait 7 ou 8 internes, plus
on arrivait à une vingtaine d'externes au total. Et en effet, oui, il fallait tout construire. C'est-à-dire qu'il fallait construire l'entité, donc il fallait l'ancrer dans une organisation qui était déjà faite. Donc c'était tout un processus d'accompagnement. Il fallait recruter des gens. Il fallait créer des cursus de formation et des cursus de formation qui ne doivent pas être standards. Il fallait un petit peu les customiser sur des opérations aéroportuaires, du retail, etc. Et il y avait aussi, la cohésion, cette ambiance et cette ambition qu'on a envie d'amener, parce que la filière data, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant dans le monde, entre la data, l'intelligence artificielle, etc. Mais il fallait lui donner vie au sein du groupe ADP. Donc ça fait, mine de rien, énormément de choses à faire. Tu savais au moment où tu te lançais là-dedans que tu allais avoir autant de choses à construire? Pas du tout. Okay. En fait, tous les jours étaient une nouvelle aventure, une nouvelle chose à construire. Est-ce que tu dirais que tu avais un genre d'optimisme innocent sur la charge de travail que ça allait demander? Oui, je suis de nature assez optimiste en soi. Et en effet, quand vous faites quelque chose, mais si vous tournez l'échec d'une initiative, de quelque chose que vous avez testé en un apprentissage, vous gardez votre optimisme et du coup, vous continuez à faire. Et je pense, j'espère ne pas dire de bêtises, qu'on a fait plus que ce qu'on avait comme ambition de départ. Et du coup, c'est quoi la première chose par laquelle tu as commencé quand tu t'es dit, à un moment donné, tu arrives, tu dis, OK, faut que je fasse ça. C'est presque comme si tu as une page blanche et tu dis, par quoi est-ce que je commence, quoi? C'était une page blanche, en effet, et on a commencé par ce que nous, on appelle l'acculturation. En fait, vous ne pouvez pas créer des process, des formations, des outils, des entités, si vous n'expliquez pas aux gens, avec les mots qu'ils comprennent, ce que vous voulez faire. Donc on a commencé par l'acculturation, par expliquer, évangéliser ce que voulait dire une filière data, l'intelligence artificielle au sein d'un groupe comme le nôtre. Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi, une filière data au sein d'un groupe comme le groupe ADP? Une filière data au sein d'un groupe, c'est une réunion de personnes ayant un parcours autour de tout ce qui est ingénierie de l'information, œuvrant sur des projets à forte valeur ajoutée qui vont soit optimiser des performances aéroportuaires, mettre en place des chatbots, on va dire augmenter le chiffre d'affaires, il faut aussi lier à ça, dans un contexte d'entreprise avec justement les ressources nécessaires et les nouvelles technologies. Il y a quelque chose dont tu ne nous as pas parlé dans ton parcours, c'est que tu as fait un MBA à l'INSEAD en même temps qu'elle occupait un poste de manager et en même temps qu'elle était déjà maman d'une fille. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu te dis « Oula, là, ce que je fais, c'est peut-être un peu intense, je me suis mis sur trop de trucs à la fois ». Non, tout simplement, comme en mathématiques. Comme en mathématiques, tout rentre dans l'équation. Il faut juste un bon dosage. Bien formuler l'équation. Exactement. Il faut bien formuler. C'est comme en chimie aussi. Il faut juste avoir le bon dosage pour que ça fonctionne. Et c'est quoi le bon dosage pour à la fois faire des études, à la fois avoir un travail à plein temps? Tu étais à plein temps à côté ou... Oui, tout à fait. Et en même temps être maman qui, en soi, est un travail à plein temps aussi. Une maman d'une fille de 5 ans qui demande assez d'attention. Moi, je pense que le bon dosage, c'est en fait faire ce qu'on aime. Alors, c'est peut-être un petit peu moins d'heures de sommeil, ça c'est vrai. Par contre, en fait, c'est tout ce que je vais construire plus tard avec ce Global Executive MBA, qui est pour moi, c'est de rendre aussi ma fille fière, parce que je donne un exemple à ma fille en faisant ça, en lui montrant que tout est possible. Et puis, j'avais bien sûr des responsabilités pour mon poste, donc j'ai montré que je pouvais tenir mes responsabilités. Et tu dormais combien d'heures par nuit à cette période-là? Entre 4 et 5 heures. Et tu arrivais à te lever le matin? Pleine d'énergie. Et moins de cernes. Sérieux? Oui. Comment c'est possible? Oui, j'allais dire la passion, l'envie, la volonté. Je pense que c'est comme un... Je ne sais pas si pour toi c'était Disneyland, mais moi je me rappelle, tu vois, quand j'étais petit, me lever pour aller à l'école, je pouvais avoir dormi, je sais pas, 9 ou 10 heures, je sais pas à quelle heure me mettaient à dormir mes parents, mais j'avais la flemme et j'étais fatigué. Mais me lever à 3 heures du matin parce qu'il y avait Disneyland le lendemain matin super tôt, même si j'avais pas beaucoup dormi, j'explosais de joie. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu avais un peu cette adrénaline-là, d'être sur des projets qui, toi, te dépassent aussi par rapport à ta fille? Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a donné l'énergie? C'est exactement ça, parce qu'en fait, on peut mettre l'énergie qu'on veut dans les choses qui nous sont chères. Et j'ai aussi un parcours qui montre que moi, je suis née avec cette idée dans ma tête que j'avais pas le droit à l'erreur, qu'il fallait que je réussisse. Et pour réussir, il fallait y mettre cette envie, cette passion. Puis j'avais aussi cette chance de pouvoir travailler dans un milieu qui est quand même passionnant, c'est les aéroports. Tu parles d'échecs liés parfois à un manque de passion. Tu as déjà vécu des échecs dans ta carrière? Ah oui, plein.
quoi comme échec? Plein, des projets pas réussis, des journées où on rentre chez nous en se sentant qu'on n'a rien produit, qu'on est déçu de sa performance, etc. T'as un exemple de projet que tu aurais voulu voir aboutir mais qui n'a pas abouti? Oui, j'en ai un, par exemple, qui me vient en tête aujourd'hui. Alors, le mot échec est un peu péjoratif, mais j'ai envie de dire les leçons qu'on a apprises de ce sujet vont être justement cette notion. J'ai pas mis assez de passion dans ce sujet, j'ai pas aussi mis assez d'intelligence émotionnelle qui ferait que justement, même si les choses n'avançaient pas telles que souhaitées, elles avançaient quand même. J'avais pas forcément vu sous cet angle-là. Et donc, à la fin, je suis rentrée chez moi déçue, parce que pour moi, c'était voilà, un échec sur ce projet-là. Et tu pensais que ce projet-là en question, il méritait ta passion avec le recul ou finalement aussi tu ne l'as pas poussé jusqu'au bout parce que tu t'es dit ok, peut-être que ça mérite pas mon énergie? Je pars du principe que quand on entend quelque chose, il faut le faire à fond. Moi, je suis à fond dans tout. Ok. Si je décide de le faire, il faut que j'y aille à fond. Donc oui, il aurait fallu que j'y mette plus de passion. Et aujourd'hui, est-ce que tu as, je sais pas, une échelle ou quelque chose qui te dit ok, ce projet-là, il mérite mon énergie, il mérite ma passion et j'y vais jusqu'au bout? Parce que parfois, tu peux aussi te retrouver dans la situation où tu te dis au départ, je pensais que le projet en valait la peine, mais bon, t'avances et tu te dis ah ouais, bah peut-être que finalement, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Auquel cas, ça pourrait être potentiellement une erreur stratégique que de continuer à s'investir du temps et des ressources dans un projet où tu te dis ça ne mène nulle part, juste par volonté de vouloir finir absolument ce que tu as fini. Ah oui, oui, il ne faut pas aussi être têtu un petit peu dans ce qu'on fait dans la vie. Hein. Il faut aussi, pour moi, c'est une qualité d'avoir le courage d'arrêter des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça s'apprend avec le temps et avec l'expérience. Si tu devais du coup raconter un peu ton parcours à une jeune femme qui doute d'elle-même aujourd'hui, ce serait quoi la leçon principale? La leçon principale serait c'est bien de douter, parce qu'en fait, c'est le doute qui nous fait avancer. Moi, là, au moment où on est en train de se parler, Cédric, je doute. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on doute, c'est parce qu'on cherche la perfection, c'est parce qu'on cherche la réussite, c'est parce qu'on cherche à faire bien les choses. Donc le doute, il faut le transformer en moteur. Mais il n'y a personne d'autre qui fera et réalisera ses rêves à sa place. Donc pour cette jeune fille, il faudrait qu'elle y aille. Donc on a pas mal parlé là de ton parcours. J'aimerais bien aborder le fait d'être une femme, notamment dans un domaine de la tech, dans l'ingénierie, etc., qui manifestement, de ce que tu m'as dit, n'a pas toujours été chose facile. Est-ce que tu as déjà, premièrement, vécu une vraie situation de stress quand tu étais justement sur cette opération de déverglaçage, ça s'appelle comme ça? Déverglaçage et Ok. déneigement, oui. C'est quoi cette opération? Alors, au sein du groupe ADP, pendant la saison hivernale, donc à peu près du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, on a un dispositif dans lequel on peut s'engager en tant que volontaire pour assurer des opérations de déneigement et déverglaçage des différentes pistes, post-avions, pour permettre à nos passagers et aux avions de décoller et d'atterrir. Je me suis portée volontaire parce que justement, je suis passionnée par les opérations et je trouvais que j'étais un peu trop dans les bureaux. Donc je voulais un petit peu aller plus sur le terrain, donc je me suis engagée là-dedans. Mais c'est un métier généralement de nuit. Je suis responsable des opérations, donc je suis dans un PC neige en train de dire à une vingtaine de personnes qui sont sur le terrain, majoritairement des hommes, qu'il faut aller faire ceci, faire cela, etc. On est dans un monde contraint, complexe, où, je vais le dire avec mes mots, mais les bonjours, bonsoir, merci prennent du temps, donc on va les mettre de côté, on va aller droit au but, on va avoir des phrases courtes qui ne sont pas justement des habitudes pour moi, et il faut faire sa place, parce qu'en fait, une erreur peut vous coûter cher. Et faire sa place dans un monde comme ça, y a le doute aussi qui s'installe. Voilà, je ne suis pas de ce type de formation. Je n'ai pas suivi une formation en ingénieur en aviation, etc. Donc pour moi, c'est tout un combo qu'il fallait appréhender et adapter. Au tout début de ta carrière, tu faisais du code, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est assez rare, une femme qui code. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit oui, une femme, ça c'est pas codé, c'est pas possible, probablement que vous étiez une minorité, ou je sais pas si tu étais la seule à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Il y a à peu près moins 25% de femmes dans tout ce qui est tech, industrie, etc. Et en effet, oui. Alors, coder, c'est finalement retranscrire une intelligence qu'on a dans la tête dans un outil. J'ai toujours senti ce malaise. Déjà, quand on était à l'université, quand on était à l'école, on faisait beaucoup de projets. Ouais, il y avait un malaise carrément. Il y avait un malaise parce que
En fait, on se dit, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut absolument réussir, donc on va y mettre plus d'énergie, on va apprendre plus, etc. Et quand je suis arrivée sur mon poste, je sortais d'une université assez renommée et avec un diplôme pour coder, accessoirement. Donc il fallait que je montre ce que je savais faire et c'était pas évident. C'était pas évident parce que j'avais toujours un doute sur ce que je pouvais livrer comme code, si ça allait fonctionner, si c'était le bon code, etc., etc. Et on t'a déjà fait une remarque sur le fait que tu savais pas coder parce que tu étais une femme? Oui, plein de petites anecdotes implicites. Alors peut-être pas, tu sais pas coder parce que tu es une femme, mais généralement, oui, on peut pas être une femme et être un geek et sortir du code optimal. Il y avait une sorte de pas possible de composer. Et comment tu fais pour réagir à ces remarques? Et tu codes. Et tu leur montres, regardez ce que j'ai Tu codé. codes, tu montres et tu marketes un peu ce que tu fais. C'est important aussi, on n'ose pas trop se mettre dans la lumière. Voilà, ça veut dire quoi, ce market? Ce market, alors il y a une limite à ne pas dépasser, il ne faut pas être dans un excès de zèle, mais de temps en temps, c'est bien aussi de montrer ce qu'on sait faire, parce que c'est comme ça qu'on attire en fait l'attention sur soi. Donc il faut le montrer à petite dose et il faut faire un peu de publicité. C'est comme quand on crée un sac, il faut le mettre devant une vitrine pour qu'il soit vendu. Donc on te fait une remarque et c'est en mode, je ne réponds pas, tac, 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 je fais mon truc et ensuite tu leur montres. Ça, c'est au fur et à mesure des années. Au début, c'est pas comme ça qu'on réagit. Au début, on prend la remarque personnellement. Et pourquoi il y a autant de femmes qui ont peur de se marketer, justement, de se mettre en avant, d'après toi? Parce qu'en fait, on vise tellement l'excellence. En tout cas, si je parle par exemple pour moi, j'ai souvent tendance à ne pas parler de ce que je fais jusqu'au moment où ça se fait très bien. Sauf que le moment où on atteint la perfection, il peut être très long dans le temps et du coup, l'effet waouh, il s'estompe. Et on a souvent peur d'aller au devant de la scène. Être une femme qui manage des hommes dans un monde majoritairement masculin, est-ce que tu as déjà eu des remarques par rapport à ça? Est-ce que ton management a été critiqué? Oui, en plus, j'ai accédé à un poste de management. Je dirais que moi, j'y ai accédé un peu tôt, donc j'avais pas forcément toutes les clés. Après, c'est bien, j'aime bien le football, donc ça permet d'avoir déjà un sujet à partager. Non, blague à part. Oui, quand j'ai pris mon poste de manager, j'avais eu des échos de bon, ce sera peut-être un management dit à la maman, je le mets bien entre guillemets. Ça veut dire quoi, un management à la maman? Un management à la maman, c'est-à-dire bon, on va faire doucement, etc. On va laisser passer les choses, on va retrouver ses repères, etc. Et moi, j'étais plus dans un management de performance versus accompagnement. C'est-à-dire que je ne peux pas exiger de mes collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, une certaine performance si moi, je ne mets pas les moyens pour les accompagner. Et donc, ça faisait en fait un management de binôme. On se manageait mutuellement parce que j'avais le collaborateur qui me disait de quoi il avait besoin pour atteindre un seuil que moi, je lui avais fixé. Tu as dit justement, moins de 25% des femmes, des personnes qui travaillent justement dans ce domaine-là sont des femmes. Comment tu fais pour tenir? Est-ce que tu te sens seule? Oui, il y a des moments où on se sent seul, mais après, il y a un certain cap qu'on appelle un peu le cap de la légitimité, c'est-à-dire qu'on est reconnu pour ses compétences et donc ça ne fait plus de différence. On est une femme ou un homme, en fait, on est autour de la table, on va discuter d'un sujet et chaque point de vue est important. Et justement, selon toi, c'est quoi la différence entre autorité et légitimité maintenant que tu occupes un poste de responsable? Alors, pour moi, autorité, c'est on n'a pas forcément raison, mais on a un pouvoir de changer les cours des choses, donc on donne un ordre et ça déroule. La légitimité, c'est qu'on n'a pas besoin de donner un ordre. C'est qu'on montre, en fait, on s'impose dans un certain domaine, on montre notre capacité à tenir ce domaine-là et on n'a plus besoin de donner d'ordre. Comment on construit du coup cette crédibilité? Comment est-ce qu'on obtient ces compétences? Avec du travail. Il n'y a pas de secret, Non, il n'y on a pas dirait. de secret. Est-ce que tu as déjà eu des idées au sein de ton travail? Parce que du coup, j'imagine que tu formules des idées. Un peu trop des fois. Est-ce que parfois tu as eu des idées qui au départ n'étaient pas acceptées, qui ont fini au fur et à mesure par être adoptées? Oui, une toute récente. Il y a 2 ans, on a créé ce qu'on appelle la Data Academy. Je t'en ai parlé au début
de l'acculturation, de la formation, etc. Pour donner vie à cette filière data, il fallait qu'on mette en place des cursus de formation. Et quand j'ai présenté le projet en disant « mais il nous faut une académie en interne, il ne faut pas aller se former à l'externe, il faut vraiment créer quelque chose chez nous pour donner envie aux gens ». C'était quoi l'intérêt de créer une académie L'intérêt, en c'est de interne? former des gens. Je vais être formée avec mon collègue. Je ne vais pas aller être formée avec un collègue d'une autre entreprise parce que je me suis inscrite sur un cursus X. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait la notion, je vais être formée sur mon quotidien. Pour moi, c'était super important de faire des formations qui étaient liées au quotidien des gens. C'est-à-dire que je viens en formation avec déjà mon problème du quotidien. Pourquoi ? Parce que quand on part en formation, c'est du temps. Et à minima, que ce temps de formation me serve aussi dans mon travail au quotidien. Donc c'était pour moi important. Et quand on a présenté ce projet, cette idée qui était à cette époque-là assez innovante, on voit beaucoup d'entreprises maintenant créer ce type d'académie, notre directeur financier avait dit à l'époque, non mais moi je ne veux pas que vous me mettiez des data analystes partout. C'est pas le but. Enfin, on n'est pas une entreprise à service numérique, on est un groupe d'aéroports. À force de lui montrer l'apport de ce type de solutions, de formation, lui montrer le chemin parcouru avec toutes ces initiatives, on a réussi à créer cette académie-là avec un objectif qui était assez simpliste de dire on forme 50 personnes. Je crois qu'on a dépassé les 200. Et comment est-ce que tu lui as montré justement qu'il y avait un intérêt à ça, avec des chiffres, j'imagine? Ah, quand vous parlez à un directeur financier, c'est facile, vous lui montrez des Ouais, économies, ça marche bien ça. Et il n'y avait pas une peur de, c'est-à-dire les talents qu'on va former vont partir ailleurs, ou bien quand ils rentrent, il y a un contrat où ils restent, ça fonctionne comment? En fait, quand on est manager, ça fait partie aussi je pense, des compétences qu'on doit avoir, c'est accepter de faire grandir des gens pour qu'ils aillent faire leur chemin ailleurs. Donc pour moi, quelqu'un qu'on a formé, qui a grandi dans une entreprise, qui a démontré l'intérêt justement de ce parcours, qui a travaillé pour l'entreprise parce qu'il apporte sa pierre à l'édifice, si un jour il trouve une opportunité ailleurs, une meilleure opportunité, c'est que nous, on y est pour quelque chose. On l'a porté pour arriver à cette opportunité, donc il faut en être content. Alors, tu nous as transmis quelques photos de toi dans ton métier. Donc, c'est le moment où on regarde tout ça et tu m'expliques ce que tu fais exactement. C'est toi, ça? Oui, c'est tout à fait moi. Tu fais quoi, là? Tu as un micro? Là, j'animais un séminaire, ce qu'on appelle le séminaire du programme Data 2025, avec mon directeur des systèmes d'information. Donc ça s'est passé en novembre 2025, pour clôturer toute cette filière data qui a été créée, toutes ces belles aventures que j'ai pu vivre à la direction des systèmes d'information, devant une centaine de personnes. Ah ouais. Et t'étais stressé ou pas? Ah oui, complètement. Ok. Tu fais comment pour gérer le stress dans cette situation? Je fais des blagues. Donc là, tu faisais des blagues au micro en même temps? Non, du Non. tout. Là, j'accueillais chaleureusement nos participants. Il me semble. Hein. Et là, c'était quoi? Là, je présentais une des belles réalisations qu'avait faite mon équipe pour justement démontrer un petit peu que quand on travaille avec la data, on peut travailler pour les aéroports parisiens, mais aussi à travers le monde, vu que le groupe ADP est présent dans plusieurs pays dans le monde. Donc c'est ce que montre un petit peu cette map, c'est tous nos aéroports à travers le monde. Ah, donc le groupe ADP n'a pas que des aéroports à Paris? Non, du tout. On est présent un peu partout. Ouais, on apprend tous les jours. Là-dessus, c'est un petit peu mon quotidien de réunion. Vous avez vu, j'ai un super casque, hein, avec plusieurs écrans. Et je crois que sur cette partie-là, j'étais en train de faire une réunion plutôt orientée finance. D'accord, donc chiffres... Il faut avoir beaucoup de compétences pour gérer tout ça. Ah, là, on a un avion. C'est ma préférée. Ah ouais? Pourquoi oui. c'est ta préférée? Ça symbolise ma passion et mon travail en même temps. Donc je suis habillée avec mes EPI, une partie de mes EPI. C'est quoi EPI? EPI, c'est équipement de protection individuelle. Vous savez, quand on va sur le tarmac, notamment là je suis sur un tarmac, il y a quelques règles de sécurité à respecter, j'ai envie de dire. Et donc là, je pose devant un avion. C'est quoi comme avion? Airbus A350-900. Je l'ai lu sur la photo, hein. Je ne suis pas professionnel Je d'avion. pensais que tu avais une passion pour les avions. Alors, j'aime bien les avions, mais j'en suis pas à ce point-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais sur la piste? Ça fait partie de ton travail d'être sur la piste? Oui. En fait, on ne peut pas faire son travail, on ne peut pas être responsable de programmes de transformation sans aller dans les endroits qu'on veut transformer. D'accord. Et tu transformes quoi sur les pistes?
Là-dessus, c'était sur tout ce qui est opération de déverglaçage et de déneigement. Je suis allée sur les pistes pour repérer les postes avions. Parce qu'en fait, il faut les apprendre par cœur pour gagner du temps. Et donc, je me faisais une petite promenade pour les réapprendre. Bon, eh ben, on a vu pas mal de choses, super intéressant. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour vous dire qu'on est disponible sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok et aussi les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Alors, Zina, tu as une fille que tu considères comme un gift. Donc un gift, c'est un cadeau, un présent en anglais. Comment tu fais pour concilier cette vie professionnelle qui est prenante avec ta vie familiale ? Je crois qu'au début, on a parlé d'une question de dosage. En fait, il faut donner à chacun sa dose. Les moments que je passe avec ma fille sont pour ma fille. Pas d'ordi, pas de téléphone, pas de tablette. Ah oui, tu me disais que tu avais des règles super strictes, genre pas de téléphone à table. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ? Parce que pour moi, quand on est avec quelqu'un, il faut lui donner toute son attention. Donc, si j'ai un téléphone à table, je vais avoir beaucoup de mal à concilier le fait que j'écoute ce que va me raconter ma fille, ce qu'elle a mangé à la cantine, etc. Et si mon téléphone sonne, peu importe la personne qui va m'appeler ou on va m'envoyer une notification. Est-ce que le fait d'avoir une fille et de travailler dans un milieu qui est majoritairement masculin, ça a changé la vision de ton travail ? Oui, parce que du coup, on est deux. Et je suis plus toute seule, donc c'est super important. Ouais. Enfin, ta fille, elle vient pas avec toi au travail, quoi. Mais bon, c'est bien, tu n'es plus entouré que d'hommes maintenant, tu as une fille. Je pourrais lui, en fait, blague à part, je pourrais lui transmettre un petit peu toutes ces causes-là pour lesquelles je pense qu'il faut continuer, pas forcément se battre parce que c'est pas le terme, mais les renforcer, les accentuer et parler autour de nous. En fait, que les métiers de la tech ou de l'industrie, c'est pour tout le monde. Tu as l'impression que tu as dû renoncer à quelque chose pour tes rêves ou pas ? Oui, j'ai renoncé à mon rêve de pilote, mais là, il y avait une raison médicale. C'est pas un sacrifice que tu as fait en tant que tel, c'est... Non, mais après, on peut de temps en temps avoir ce sentiment-là, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça. Et des fois, on diminue la dose de... voilà, je vais peut-être pas prendre 3 heures pour prendre soin de moi, je vais prendre qu'1 heure parce que justement, j'ai besoin de ces 2 heures-là pour faire autre chose. C'est des petits sacrifices, il ne faut pas que ça s'accumule, il ne faut pas que ce soit au quotidien comme ça. Mais oui, de temps en temps... faut savoir renoncer à certaines choses. Et est-ce que tu penses que certaines femmes renoncent encore trop à leurs rêves pour réussir ? Je ne saurais pas dire la proportion, mais je pense que c'est encore un phénomène qui existe, malheureusement. Et parce qu'en fait, il y a des éléments dans notre quotidien, notre société, qui ne nous aident pas à passer ce cap. Et tu voudrais devenir entrepreneur ? Ça serait le rêve ? Ah, ce serait le rêve. Pourquoi ça serait le rêve pour toi ? Parce que tu as déjà cette âme d'entreprendre. Déjà, c'est un peu ce que tu fais au sein du groupe ADP où tu entreprends dans l'entreprise. Tu voudrais faire ça pour toi en dehors ? Oui, c'est vraiment le rêve. Peut-être pas tout de suite. Parce que, Pourquoi pas tout de suite ? Le contexte ne s'y prête pas, tout simplement. En fait, pour être entrepreneur, il faut savoir, j'ai envie de dire, passer ses idées à l'action. Si on a juste une idée, on n'est pas entrepreneur. Donc, il faut prendre le risque. Je ne sais pas si j'ai encore atteint cette maturité de risque à prendre pour y aller dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais je le construis et c'est aussi un rêve auquel je m'accroche, donc ça me donne encore envie d'y aller. Si tu devais entreprendre quelque chose, ce serait quoi ? Ce serait sur beaucoup de choses, mais ce serait peut-être sur ma passion. J'aime bien la cuisine. Donc potentiellement de l'entrepreneuriat dans la cuisine. C'est génial, j'adore. Pourquoi pas ? C'est génial, j'adore. Faire des cakes. Ah oui, les cakes. Donc là, carrément, tu laisses complètement de côté la data et la tech. Oui, il y a un peu de data dans les cakes. Ouais, genre mélanger 250 grammes de Tout à farine fait. avec du sel. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des mythes ou des clichés sur les femmes dans la tech ou la data ? Il y en a partout. À partir du moment où on commence à être une minorité dans un métier, il va y en avoir forcément. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'on a souvent tendance à croire que quand on est dans la tech, il faut être un geek, il faut coder. Les chefs de projet, c'est autour de la tech et il faut un pilote dans l'avion. Donc, quand on est chef de projet, c'est peut-être même le poste le plus important parce qu'il y a du leadership et il faut savoir concilier un peu toutes les règles pour que ça fonctionne. C'est un métier, chef de projet, c'est un métier où on ne code pas forcément, mais c'est un métier très important au sein de la tech. Et est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui t'a dit une phrase ou quelque chose, toi, qui t'a poussé à avancer, que tu pourrais nous partager pour nous aussi nous motiver ? Alors, séquence émotion. Ah, c'est parti.
Oui, quand je préparais mon Global Executive MBA à l'INSEAD, donc il y a un concours à préparer, il y a à peu près 6 mois de préparation, d'études. Ça faisait 10 ans que j'avais quitté les bancs de l'école parce que j'avais fini mon master, donc il y a quand même une certaine pression. Il fallait concilier tout ça avec la vie de famille. J'avais mon directeur qui était mon sponsor sur ce sujet, que je remercie au passage. Et quand je l'ai appelé pour lui dire j'ai été sélectionnée, il m'a dit une phrase, il m'a dit « Je suis fière de toi ». Cette phrase-là m'a marquée parce que généralement, je suis fière de toi, c'est ce que dit un papa à sa fille. Et le fait que mon directeur me le dise m'a donné un petit peu en fait, cette envie encore de décrocher la lune, si je peux le dire comme ça, parce que c'est encore des gens dans mon entourage professionnel qui croient en moi. Et qu'est-ce qui fait que ça t'a touché autant? C'est parce qu'il y avait cet aspect paternel ou c'est quoi? Non, pas vraiment, cet aspect paternel, c'est plus quand quelqu'un te dit « je suis fier de toi », c'est qu'il est fier de ce que tu as fait, c'est qu'il a vu les sacrifices, il a vu les phases par lesquelles tu es passé. Et voilà, quand ton papa te le dit, c'est limite, j'ai envie de dire, c'est de l'amour inconditionnel. Donc il va le dire, même quand on fait un dessin, quand on fait un coloriage et qu'on dépasse partout, on dit à nos enfants « oui, je suis fier de toi ». Par contre, quand c'est ton patron qui te dit « je suis fier de toi », ça a tout son sens. Ça rendait le compliment encore plus fort parce que c'est quelqu'un que tu admirais ou admires? Complètement. Incroyable. Et si ta fille te disait « oh, je veux faire comme toi, maman, je veux être comme toi, maman », qu'est-ce que tu lui dirais? Mais bien sûr, t'as pas le choix. Ah, carrément, genre, pas le choix du tout. Ben, je lui dirais à ma fille, oui. Alors, je vais lui dire, fais pas comme moi, fais mieux que moi. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux que toi? Je pense qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours faire mieux. Tout ce qu'elle va faire, je suis sûre qu'elle le fera bien mieux. Alors, tu nous as ramené 2 petits objets qui te sont chers. Est-ce que tu peux nous les montrer, s'il te plaît, Zina? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un Rubik's Cube. D'accord, qui est Et un un Rubik's Cube spécial, parce qu'il n'y a pas de couleur sur le Rubik's Cube. Tout à fait. C'est un Rubik's Cube personnalisé avec les images des personnes qui me sont chères. Ok. Mon papa, mon mari, ma maman, ma fille, quelques membres de ma famille. Et c'est 6 images différentes? C'est 6 images différentes tirées d'événements importants aussi dans ma vie. En fait, on me l'a offert parce qu'un jour, je disais que mon moteur à moi dans la vie, ce qui me donne de l'énergie, de la passion, c'est mon support. C'est les gens sur lesquels je peux m'appuyer. Et on peut toujours aller plus loin quand on a des gens qui croient en nous. Et les personnes qui sont sur ce Rubik's Cube-là sont les gens qui croient en moi. Et ça me permettait d'arriver au travail en disant « aujourd'hui, je suis dans cette humeur-là, parce qu'il s'est passé cette chose-là dans ma vie, et ça va me faire avancer de cette façon-là. » Et j'avais toujours ce repère. Et tu as aussi un livre. Alors, c'est quoi ce livre? Alors, avec ce livre, je rends hommage un petit peu à mon mari. Le livre, c'est Factfulness de Hans Rosling. C'est un livre qui un petit peu attaché à mon parcours et à ce que j'aime, donc les mathématiques, les chiffres, etc. Mais c'est un livre qui permet aujourd'hui de faire comprendre qu'on a souvent tendance à prendre des décisions professionnelles sur des événements dépassés, sur des choses un petit peu qu'on voit dans le rétroviseur. Et malheureusement, en fait, c'est pas comme ça. C'est qu'il faut regarder les opportunités et la réalité des choses pour prendre des décisions. La petite anecdote dans ce livre, c'est que Hans Rosling est un statisticien qui pose une question à un public où il dit « Est-ce que vous pensez sur les 20 dernières années que le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a augmenté, diminué ou est resté stable ?» Les personnes qui ont répondu faux, parce qu'en fait, dans la réalité des choses, ça a diminué. Mais on n'arrive pas à le percevoir parce qu'on regarde toujours ce qui ne va pas et pas ce qui va, la réalité des choses et où est-ce qu'on va avancer. Et d'ailleurs, il est lu par beaucoup de personnes très connues, type Bill Gates par exemple, où il dit que c'est un guide indispensable. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un petit peu ce que dit Barack Obama sur ce livre, c'est qu'il dit que c'est un essai qui redonne foi dans notre capacité à changer les choses. Et c'est quelque chose dont tu t'es servi, toi, dans ton travail? C'est quelque chose dont je me sers au quotidien. Je tire des leçons dont je me sers au quotidien. Pour ton travail, du coup? Pour mon travail, pour ma vie, pour me motiver à aller de l'avant. Et si tu avais un dernier conseil pour les jeunes femmes qui nous regardent et nous écoutent, ce serait quoi? J'ai une phrase que j'aime bien, c'est que je dis souvent « Ambition has no gender ». Donc quand on a de l'ambition, on n'a pas besoin d'attacher l'ambition à femme ou homme, déjà. Ça, c'est super important quand on a cette idée-là. Et puis, il y a un mot qu'on dit depuis l'année dernière, c'est « oser ». Donc il faut oser, qui ne tente rien n'a rien. Eh ben, merci beaucoup, Zina, pour nous avoir partagé tout ça. Je pense que ça aidera beaucoup de jeunes femmes qui souhaitent poursuivre une voie comme la tienne. Et d'ailleurs, on a un petit cadeau pour toi
qui est ce magnifique mug Inspirel, parce que tu fais officiellement partie du club des Inspirel. Encore Merci beaucoup, Cédric. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, et à nous écouter sur les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify ou Apple Music. Et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode d'Inspirel.